Je pense que c'est bon et que nous sommes en direct désormais. Et bon, je suis ravie de pouvoir enfin ouvrir à la troisième édition de notre séminaire en débat sur les débats. Aujourd'hui, nous aurons un collègue de l'Université de Lille, plus précisément aide-moi à le dire, SS Lille, l'École des sciences et de la société de l'Université catholique de Lille, Alban, Alban Wagener, qui va introduire ce séminaire. Euh, Alban est spécialiste en analyse du discours et nous parlerons avec lui. Dans quelques minutes, je vais le présenter comme il faut. Nous parlerons de communication post-digitale, de post-digitalité. Et nous verrons ce que ça veut dire. Alors, cette édition du séminaire Débat sur les débats, la troisième, a été créée notre séminaire a été créé dans le cadre de Hollandinum. Hollandinum est l'Observatoire linguistique du discours numérique, créé lui aussi en 2021 en partenariat avec l'Università Roma 3 et en particolare avec l'Osservatorio permanente sulla pubblicità e la propaganda, l'Observatoire permanent sur la publicité et la propagande, OPPP, dirigé par Edoardo Lombardi Varlauri. Nous avons créé Hollandinum avec un objectif général de créer, mutualiser et diffuser les instruments utiles à observer la crise du débat public. Et j'ajoute, désormais, ce n'était pas l'objectif au début, mais c'est devenu très clair, et je pense qu'avec Albin, on en parlera aujourd'hui, la crise du débat public et la crise de la discussion, de la conversation privée. Crise du débat public et crise de la conversation privée engendrée par l'essor du Web 2.0. Or, nous avons décidé de créer et diffuser ces instruments dans une perspective qui a été dès le départ très interdisciplinaire, mais sans oublier le rôle que, d'après nous, les sciences du langage ont le rôle, les capacités et la responsabilité que les sciences du langage ont de contribuer de façon substantielle à l'entreprise de comprendre et intervenir dans la crise du débat public. D'où le nom de linguistique. Notre observatoire est un observatoire centré autour de la langue, mais plus généralement du langage, donc de l'ensemble de phénomènes sémiotiques qui se passent en ligne et on verra, Albin nous expliquera très bien, pas que en ligne. Euh, je voudrais préciser, je ne me lancerai pas dans une présentation théorique poussée, je laisserai ça pour la discussion, on va dire, hein. Je veux vraiment donner la parole à notre invité. Mais j'ai envie de faire quelques précisions. Et la première, c'est que euh, nous parlons effectivement de crise du débat public. Et ça, c'est quelque chose que nous assumons. Pourquoi une crise? Parce que nous pensons que la révolution numérique a transformé en profondeur les fonctions perlocutoires, hein, on verra ce que veut dire, l'architecture, les pratiques, les contextes socio-sémiotiques et par conséquent les formes linguistiques et plus généralement sémiotiques de nos échanges. Ça oui. Et donc cette transformation rapide et profonde a mis en crise notre façon de débattre, de converser traditionnelle, notre éducation au débat et à la conversation. Ça, c'est sûr. Mais nous ne voulons pas parler de fin du débat public, ni de fin de la conversation publique. Là, je cite les titres de certains essais qui circulent. Nous ne voulons pas céder à la panique morale. Nous ne pensons pas que, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes plus et nous ne serons plus capables de parler et de débattre. Déjà, quand nous avons lancé nos recherches, nous avons
avions une approche peut-être plus pessimiste que maintenant, ça je l'admets, mais de toute façon très possibiliste, laïque et ouvert. On voulait voir ce qui se passait. Effectivement, on a trouvé que ça, nous le nions pas, j'en parlais une seconde, qu'il y a un désordre sémiotique important. Mais nous avons trouvé aussi pas mal de lieux dans le web 2.0, mais aussi ailleurs, où les gens trouvent des stratégies pour continuer à débattre et à converser d'une façon adaptée aux nouvelles et de toute façon, d'une façon euh, utile, nouvelle, intéressante, divertissante, donc qui respecte aussi une éthique et le sens de la communication, de la discussion, du débat. Donc, crise oui, mais pas la fin du débat public. Or, Hollandinum a travaillé ces dernières années en adoptant les instruments critiques de l'analyse critique du discours numérique. Là, je vois Giuditta Caliendo qui nous a rejoint et qui a apporté cette perspective dans Hollandinum. Avec les instruments de la linguistique fonctionnelle, de la pragmatique, de la sémiotique et de la linguistique des corpus, à faire plusieurs choses. Bon, déjà, à créer et analyser des corpus, c'est-à-dire des banques de données numériques, sur plusieurs sujets. Là, je pense que Caroline pourra peut-être vous donner une liste de liens auxquels je ferai référence en présentant notre travail et que vous pouvez copier-coller et sur lesquels vous pourrez intervenir, les cliquer plus tard. Donc, nos données. Nous avons travaillé, nous avons un corpus créé justement par Giuditta Caliendo et Elena Battaglia sur le débat public sur le Brexit au Royaume-Uni. Nous avons un corpus qui a secret sur le sexisme dans les chats adjacents au streaming de jeux vidéo. Et là, je vois Ariane Robert, pardon. J'italianise ton nom parce que c'est une nouvelle doctorante, elle aussi, qui en ce moment est active en Italie. Et donc, voilà, j'ai eu ce lapsus. Ariane, justement, fait une thèse sur ces sujets. Euh, Nous préparons un corpus sur la co-construction de la co-référence dans les discussions en ligne avec Caroline Bossan, nouvelle doctorante depuis hier. Donc, nous nous félicitons avec Caroline qui va lancer ce travail. Mais effectivement, le travail de création de corpus le plus abouti pour l'instant, nous le devons à Sangwan, un géant Sangwan qui est lui aussi en ligne, qui va soutenir sa thèse dans 2 mois, dans un mois et demi. Sangwan, en collaboration avec Guido Blandino, Elena Battaglia et Adelina Stoyan, a créé un corpus MigTweet, c'est un corpus diachronique de tweets bilingues euh, établi dans l'objectif d'étudier l'évolution du discours public de la droite et de la gauche sur l'immigration en Europe au cours de ces dernières 10 années. Donc, c'est un corpus imposant qui vient d'être annoté et analysé dans le cadre de la thèse de Saint-Juan. Franchement, c'est un très beau travail que je vous invite à regarder. Nous avons étudié ces corpus pour essayer justement pourquoi on a voulu faire ce travail sur des masses de données importantes. Ces travaux qui sont des travaux plutôt quantitatifs pour essayer de comprendre de façon la plus systématique et la plus objective, basée sur l'évidence possible, comment la communication numérique fonctionne. Bien évidemment, on a fait petit travail par rapport à tout ce qu'il y a à faire dans ce domaine. Mais nous avons surtout voulu poser des bases méthodologiques et mettre à l'œuvre tout ce que la linguistique de corpus nous a appris.
en conjonction avec l'analyse du discours. Nous avons introduit l'enseignement de l'analyse du discours numérique dans nos cours universitaires à Tours et à Lille, et, et cela dans une perspective de formation initiale des citoyennes et des citoyens, mais plus précisément des futurs enseignants. C'est notre public privilégié, surtout dans les cours de sciences du langage, dans la licence de sciences du langage à Lille. Dans une perspective de formation permanente des enseignantes et des enseignants, en collaboration avec Miriam Voghera dell'Università di Salerno, nous avons créé des cours de formation permanente pour les enseignants des collèges et des lycées sur le thème de la citoyenneté numérique. Et nous continuons à y travailler en co-dirigeant, nous l'espérons, la thèse de Luisa Troncone, qui est à côté d'Ariane Robert à Salerno. Luisa fait une thèse justement sur l'enseignement universitaire dans ce domaine. Et l'idée, c'est de collaborer de la façon la plus euh, étroite possible avec Hollandinum. L'idée, je tiens à le citer pour Miriam Voghera et pour moi-même, est celle de appliquer les principes de l'éducation linguistique démocratique élaborés par les groupes du GICEL en Italie il y a 50 ans, et en particulier par notre ancien et commun maître, Tullio De Mauro. Côté diffusion de la recherche, dans Hollandinum, nous avons en réalité, avant que Hollandinum existe, nous avions en 2019, en collaboration surtout avec Giuditta Caliendo et Sanguan, parmi ceux qui sont là, nous avions créé un petit observatoire transitoire du discours sur les élections européennes en 2019, en collaboration avec la revue Mediapart. Et maintenant, c'est-à-dire hier, aujourd'hui, demain, en collaboration avec Caroline Bosson, nous créons un podcast, Faire écran, dont certains épisodes ont déjà été diffusés par Radio Campus Lille et que nous allons alimenter justement dans les prochaines heures, probablement une fois que ce séminaire sera fini, on se remettra au travail. Donc, débat sur le débat, par contre, ce séminaire est une opération qui nous tient particulièrement à cœur dans le cadre de l'Andinome. Pourquoi? Parce que ça nous permet effectivement de dialoguer avec des collègues d'autres disciplines, hein, ou qui ont d'autres perspectives. Justement, ce travail dans le mare magnum de la communication numérique ne peut que être menée par des grandes équipes et donc ou bien par des gens qui se coordonnent. Et débat sur le débat a été depuis 2021 un lieu de coordination justement de l'observation scientifique sur les débats numériques. Nous avons donné la parole à des philosophes, à des sociologues, à des sémioticiens, des linguistes et des spécialistes de l'éducation. Cette année, vous aurez tous les enregistrements des éditions précédentes sur le lien rencontre que vous avez dans la liste, que Caroline a déjà mise à disposition, qu'elle va remettre à disposition pour les personnes qui rentreraient dans le chat dans les prochaines minutes. L'édition de cette année, après avoir un peu entendu la parole d'autres disciplines, est spécifiquement consacrée à répondre à la question de quelle est la contribution que les sciences du langage peuvent donner à l'étude et à l'intervention dans le domaine du désordre sémiotique contemporain. Et c'est pour ça que, donc, qu'est-ce que ça signifie communiquer à une époque que certains, dont notre invité d'aujourd'hui, qualifient de post-digital? C'est comment les sciences du langage peuvent fournir aux citoyennes et aux citoyens les instruments nécessaires pour naviguer dans les arènes contemporaines du débat public, comment l'analyse du discours, la théorie de l'argumentation, la sémiotique, la linguistique interactionnelle, la pragmatique et l'éducation linguistique démocratique
peuvent contribuer à l'acquisition et au maintien d'une pleine citoyenneté numérique. Donc, cette édition est spécifiquement consacrée à appeler à la responsabilité des linguistes. Donc, nous aurons que des linguistes cette année. Vous pouvez rapidement voir l'organisation des séances à venir dans la page rencontre du site. Nous aurons la prochaine séance animée par Giuditta Caliendo le 19 décembre sur sciences du langage et des informations, euh, avec Massimiliano De Mata et Michelangelo Conoscenti. Nous aurons le 23 janvier une séance consacrée à sciences du langage et polarisation avec Katarzyna Budzinska, Marcin Koskowi de l'Université technologique de Varsovie et Andrea Rocci et Claudia Coppola qui travaillent avec les collègues de Varsovie dans le cadre d'un projet européen, mais qui sont basés à l'Université della Svizzera Italiana, l'Université de la Suisse italienne à Lugano. Nous aurons une séance le 14 février, jour de l'amour, sur la haine raciale et sciences du langage et discours de haine avec Charlotte Taylor de la University of Sussex, Federico Faloppa de la University of Reading et Roberta Combey de l'Université de Pavie. Et le 7 mars, encore sur la haine, malgré tout, avec Giuseppe Balirano et Selenia Anastasi, et donc Giuseppe Balirano dell'Università Napoli orientale, Selenia Anastasi, Université de Genova, et Simo Mata de l'Université de Helsinki. On va parler le discours de haine de genre, notamment. Et Giuditta, je vous l'ai dit, m'aidera à animer ces séances. Donc, avant de vous présenter, de passer la parole à Albin, parce que c'est le plus important aujourd'hui, je voudrais encourager celles et ceux qui sont intéressés à partager avec nous leurs expériences de recherche, d'action, d'études, de réflexion sur le débat public numérique, à se mettre en contact avec nous. Vous avez notre mail dans le chat. N'hésitez pas surtout à utiliser le chat pour poser des questions à Albin. Vous pourrez lever la main. Ça se fait maintenant avec cette nouvelle interface de Zoom en cliquant sur réagir et après lever la main. Donc, si vous voulez poser des questions, et il faut savoir que cette séance est enregistrée. Donc, si vous n'avez pas de problème nous voudrions la rediffuser sur notre site comme nous le faisons d'habitude. Mais si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à nous le signaler. Alors, Albin nous a déjà donné son accord pour l'enregistrement et la rediffusion et maintenant, enfin, je peux le présenter et, et je vais aussi le mettre en premier plan. Donc, Albin Wagener est professeur, je l'ai dit, à l'École des sciences de la société de l'Université catholique de Lille, spécialiste en analyse du discours. Ses travaux portent en particulier sur les thématiques de l'environnement, des usages du numérique ou des questions d'identité et de discrimination. Il est titulaire d'un doctorat de l'Université d'Angers et d'une habilitation à diriger des recherches de l'Université de Nantes. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et articles qui ont trait à ses sujets de prédilection. Il intervient également à l'Université de Luxembourg, à l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Il a également travaillé avec des fondations comme la Fondation européenne pour le climat ou encore la Open Society Foundation. Aujourd'hui, Alban nous parlera de post-digitalité, je lis le titre, hein, hypernarrativité et impact sociétaux. L'intérêt d'une analyse des discours systémiques pour comprendre une époque saturée de récits. Merci beaucoup, Alban, pour être avec nous et merci d'avoir accepté notre invitation pour l'ouverture du séminaire.
Ah, merci. D'abord, c'est un honneur. Donc, quand je vois tout ce qui se fait et tout ce qui s'est déjà fait, tout ce qui va encore se faire, c'est voilà, ça, c'est vraiment, vraiment super. Merci de Ben, m'avoir nous invité. espérons de t'avoir parmi nos compagnons de route parce que justement, le travail est imposant et il faut que tout le monde y contribue. Avec Donc, plaisir. tu parles de post-digitalité. Le format de nos échanges est un format plutôt informel. Je le dis pour celles et ceux qui participent à une séance de débat sur les débats pour la première fois. Donc, moi, je poserai des questions à Albin et comme je vous le disais, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Post-digitalité, Albin, qu'est-ce que c'est la post-digitalité? Alors, la post-digitalité, c'est un courant théorique qui nous vient du Royaume-Uni à la base, hein. Donc, il y a eu une première publication sur la post-digitalité de deux chercheurs en fait qui étaient sur les arts et le design et la philosophie. Et en fait, donc ce livre, c'est The Post-Digital Membrane. Je pourrais peut-être vous mettre d'ailleurs le lien dans le chat, ce sera aussi simple. Voilà. Hop, je l'ajoute tout de suite. Et donc, The Post-Digital Membrane, c'est un livre coécrit par Robert Pepperell et Michael Punt. Et ils vont en fait se poser la question, à la base simplement, de l'intrication entre technologie, désir, donc désir physique aussi, puis désir conceptuel, et puis le rôle de l'image comme médiation entre la technologie, les algorithmes d'un côté, et le désir humain de l'autre. Donc, c'est vraiment une préoccupation plutôt philosophique et artistique au départ. Et puis, ce courant de pensée va faire tache d'huile et va se structurer petit à petit dans d'autres disciplines. Alors là, je peux parler par exemple aussi du journal scientifique Post-Digital Science and Education, qui est un journal en langue anglaise, mais qui reprend en fait pas mal de sujets donc de sciences et d'éducation sur ces questions. Et donc, on y retrouve des sociologues, des psychologues, des linguistes aussi. Il y a un peu toutes les disciplines représentées, des historiens, des philosophes. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, depuis le Web 2.0, globalement, ce qu'on appelle le Web 2.0, c'est-à-dire le moment où Internet a basculé dans un mode à la fois interactionnel et collaboratif. Je reprends quelques temps en arrière, en fait, dans les années 90, fin 90, moi qui ai connu ça, qui suis né au siècle dernier, le Web 1.0, c'était un web purement documentaire. On y allait pour s'informer et récupérer des données ou des sources. Et puis est arrivé le fait de pouvoir créer de la connaissance ensemble. Wikipédia en est un bon exemple, par exemple, dans l'aspect collaboratif. Et puis, le fait de pouvoir aussi interagir ensemble, c'est les réseaux sociaux, c'est le monde qu'on a aujourd'hui, et c'est probablement, on va dire, les sites que nous visitons le plus sur le web. Euh, et donc, l'idée de progressivement, après quelques publications, quelques livres et quelques articles, ça a été de théoriser cette théorie post-digitale, cette post-digitalité, comme finalement des interconnexions extrêmement fortes entre un monde soi-disant réel et un monde virtuel. Parce qu'avant, on parlait beaucoup comme ça. euh, on parlait on parle encore de en ligne et hors ligne, de la vie sur Internet et de la vraie vie. Je mets beaucoup de guillemets là-dessus. Or, on voit bien que c'est pas aussi simple. Parce que tout simplement, Internet n'est qu'une extension de nos modes de communication. C'est une manière pour nous de nous exprimer autrement, d'atteindre les gens différemment. Et donc, la post-digitalité, s'il fallait garder une seule idée, c'est que, il n'y a plus de frontière entre le numérique et le non numérique, et que tout ça est profondément lié. Euh, je pense que parmi les exemples qu'on peut voir qui sont très concrets, on a vu par exemple à quel point les activités en ligne, justement, qu'on appelle digital ou numérique, je pourrais revenir sur la distinction entre les deux termes d'ailleurs, euh, on a vu à quel point tout ça a, par exemple, favorisé l'élection de Donald Trump, qui, en fait, pour beaucoup de collègues dans les théories post-digitales, a été le premier président des États-Unis post-digital, puisqu'il gouvernait par tweet. Donc on voit bien qu'au final, le lien entre ce qui se passe en ligne et ce qui se passe en dehors, tout ça n'est pas aussi clair. Les frontières sont complètement, sont liquides, sont liquéfiées. On peut aussi voir ça avec les mèmes. Donc vous connaissez sans doute les mèmes, ces petites vignettes humoristiques. Bon, je vous fais pas de dessin. Vaut mieux pas d'ailleurs, parce que je sais très mal dessiner. Et ces mèmes, on les retrouve en ligne, évidemment, dans des communautés, bon, sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, vous allez dans des manifestations, par exemple, et vous allez voir des mèmes dessinés sur des pancartes en carton. Et donc, ces objets qui étaient purement digitaux
se retrouvent en fait bien physiques, pour le coup, matérialisés dans des situations politiques et sociales. Et ça, c'est intéressant. Ça montre bien qu'au final, tout ça n'est qu'un seul et même continuum, mais avec des codes qui changent, des codes différents, et des codes qui s'influencent mutuellement aussi, bien sûr. Euh, donc ça, on le voit à quel point aussi tout cela a changé nos relations sociales. Je suis désolé, je suis un petit peu long. Enfin, on est là pour échanger, donc Vas-y, vas-y, j'y vais. vas-y. Euh, une chose C'était très intéressante aussi, c'est la fréquence des relations et le besoin de fréquences très courtes. Je m'explique. Là encore, je suis désolé de jouer la carte du vieux, mais je suis né en 1980. t'es plus jeune que moi, donc fais Ok, attention. d'accord, donc la carte du moyen, moyen jeune, on va dire. Je suis né en 1980, donc vous faites le calcul. Et donc quand j'étais adolescent, quand j'étais enfant en tout cas, on appelait les gens sur le téléphone fixe. On avait peur de tomber sur les parents qui répondaient souvent à la place des enfants. Et on était très impressionnés par ça. Et quand on n'arrivait pas à voir son copain ou sa copine au téléphone, bah, on rappelait dans 2 ou 3 jours. Ouais. C'était pas grave. Là maintenant, vous envoyez un SMS à un copain ou une copine. Si la personne ne vous répond pas dans les 5 minutes, c'est soit qu'elle vous en veut, soit qu'elle est morte, hein. Enfin, je veux dire, globalement, c'est souvent un peu les idées qu'on se fait très très rapidement. Donc on voit bien que le fait de changer de mode de communication a changé la manière dont on vit nos relations sociales. Et là, je fais comment dire, un pas de côté vers la systémique. Donc c'est pareil, une posture théorique, philosophique qui date des années 60-70, hein. On pourrait y revenir si vous le souhaitez. Mais en systémique, on dit que quand on change le mode de communication d'un système quel qu'il soit, ça va de la cellule physique, en fait, à des éléments informatiques, etc. Quand on change le mode de communication, c'est tout le système qui doit se réorganiser autour de ça. Or, c'est exactement ce que l'espèce humaine vit depuis 25 ans. Donc, on peine encore à comprendre les implications que ça a. En revanche, on commence à en voir très concrètement beaucoup. Et donc, ça demande, bah, ça veut dire qu'il y a plein de sujets d'études fascinants, évidemment, pour nous, chercheuses et chercheurs, bien sûr. Mais ça implique le fait que véritablement, tous ces changements font que le fait d'imaginer une frontière rectiligne et indéboulonnable entre un monde qui serait purement virtuel, numérique, digital, appelons-le comme on veut, et un monde physique soi-disant réel, bah, c'est faux. D'ailleurs, on voit bien que les éléments numériques ou digitaux ont des conséquences réelles dans la vie. Quand on parle de harcèlement en ligne, ça peut avoir des conséquences réelles physiques très concrètes, allant parfois jusqu'au suicide. Hélas, il y a eu des cas. Donc on voit bien qu'au final, voilà, le continuum, il existe. Mais je pense que, et là, en tant que linguiste, en tant que chercheur, c'est évidemment fascinant, puisque ça veut dire que on doit pouvoir observer, regarder la manière dont tout cela est en train de se réorganiser. Et ça implique évidemment tout un ensemble de questions pour, Paola l'a très bien dit, la pragmatique, bien sûr, puisque le contexte, le sens, la DX6, là, on est complètement dedans, pour la sémantique, pour tout ce qui est argumentation. Là, je renvoie évidemment aux travaux de la revue Argumentation et Analyse de discours, bien évidemment, en général, qui s'intéresse aussi de plus en plus à ces questions. Et puis en général, tous les travaux en sciences du langage qui vont s'intéresser aux univers numériques et qui vont devoir aussi composer parfois avec des éléments sémiotiques non textuels ou non verbaux, l'image, les films, etc. Puisqu'on a besoin aussi maintenant de faire le lien. Donc, il y a vraiment un ensemble et c'est à ça que la post-digitalité essaie de répondre modestement. C'est plus un élément théorique intéressant pour pouvoir aborder des sujets complexes. En réalité, moi, je l'utilise vraiment plutôt comme ça. Et ça permet vraiment d'éviter de tomber dans des débats qui, à mon avis, sont relativement stériles maintenant. Tout à fait, tout à fait. Et cette notion de post-digitalité me donne un peu aussi, je me permets, hein, l'occasion je vois en ligne Angèle Stelder de l'Université de Lyon 3, avec laquelle on a énormément discuté aussi en ce qui concerne l'information, généralement, de la porosité de cette frontière, hein. C'était extrêmement difficile d'imaginer une frontière où on pourrait parler d'information numérique ou digitale. Et là, je vais te passer la parole tout de suite. Et comme une information non numérique, non digitale. Justement, nous avons appelé notre observatoire linguistique du discours numérique, mais souvent, on s'est posé la question déjà de la traduisibilité, parce qu'en réalité, dans d'autres langues, il n'y a que digital, non, en Mhm. italien.
parler notre langue de travail, on parle de digital tout court. Il n'y a pas cette distinction, du moins pas aussi poussée comme en français. Mais surtout d'un point de vue théorique, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas se limiter à ce qui se passait en ligne. Donc, la tentation de renommer Hollandinum, l'Observatoire linguistique du discours post-digital, franchement, est là. Mais tu nous avais parlé d'une distinction qui se fait dans les études post-digitales entre ce qui est digital et ce qui est numérique. Est-ce que tu peux nous proposer cette distinction parce que je pense que ça pourra nous être utile. Alors, c'est une proposition, puisqu'évidemment, par essence, toute théorie est réfutable, heureusement d'ailleurs. Euh, là, je mets simplement en lien, dans l'ouvrage Mémologie que j'ai publié à l'Université Grenoble-Alpes il y a une paire d'années, je crois, maintenant. Euh, En fait, j'ai fait la distinction suivante. Alors, une distinction qui ne s'appuie pas tellement sur les questions post-digitales, puisqu'en fait, effectivement, en langue anglo-saxonne, on n'a pas le problème, mais qui fait écho à des travaux en sciences de l'information et de la communication, pour le coup, desquels je me suis rapproché ces dernières années. De mon côté, je suis en sciences du langage et en sciences de l'information et de la communication, avec cette double casquette, cette double qualification-là. Euh, je pense aux travaux d'Olivier Herzscheid ou de Marc Jaja, et en fait, j'ai essayé de travailler ça parce que en réalité, il y a aussi tous les travaux de Bernard Stiegler sur les études digitales, hein, puisque lui a vraiment inauguré ce courant-là avant son décès, hélas d'ailleurs. Et Bernard Stiegler, en fait, distinguait dans ses ouvrages, et d'autres auteurs le font, d'autres scientifiques le font, et faisait une distinction numérique et digitale. Alors pour Stiegler et d'autres, le numérique, en fait, c'est tout ce qui est la conception, l'informatique, on va dire, la computation. Tout ce qui est la conception matérielle, mais aussi algorithmique, de ce que nous avons ensuite en face de nous, les dispositifs, les ordinateurs, l'architecture du web, etc. Donc c'est vraiment la partie infra et la partie, on va dire, pré-utilisation. Et pour lui, le digital, c'est l'utilisation, en fait, de tout ça. Donc c'est la partie sociale de l'affaire. Et c'est-à-dire, en gros, c'est tout ce que le numérique fait à la société. C'est ça le digital. Et c'est pour ça qu'en fait, on va dire, d'ailleurs, on parle de documents qu'on va numériser, donc on les met au format numérique dans une petite boîte. Mais ensuite, on va parler de digitalisation de la société, c'est-à-dire en fait la manière dont on utilise tout ça, la manière dont ça change nos relations, ça change notre rapport à la démocratie, au débat, justement aussi aux autres groupes sociaux. C'est vraiment cette distinction entre, ouais, je dirais l'avant et l'après, c'est-à-dire la construction des dispositifs, des algorithmes et puis l'utilisation qu'on en fait. Après, c'est une théorie, c'est une hypothèse, hein, ça se discute largement. Euh, Moi, elle me convient bien parce que j'ai travaillé un peu sur les humanités numériques et les études digitales, et on voit bien que ce sont deux courants assez différents. Les humanités numériques, qui est un courant pluridisciplinaire, hein, je pense aussi à Humanum, justement, ben, voilà, on est dedans. On a cet aspect de numérisation, de mise à disposition de corpus, de grands jeux de données, etc. Et donc, il y a vraiment cet aspect numérique. Euh, et de l'autre côté, moi, ce qui m'intéresse, c'est les impacts sur les transformations sociales et sociétales et politiques, et donc cet aspect digital. Mais après, franchement, ça se discute. Moi, je trouve cette distinction assez commode. Ça permet Alors, vous allez me dire, c'est un peu étrange, parce que d'un côté, on dit, il n'y a plus de barrière entre le réel et le virtuel, et de l'autre, il y a une barrière entre le numérique et le digital, par contre. Il n'y a pas une Alors, barrière. c'est Il y pas a- tant une barrière, c'est pour essayer Mhm. de définir le mieux possible des processus et des situations et des éléments qui peuvent avoir on va dire, des rôles différents dans ce continuum, justement. Parce que dans ce continuum-là, tout n'est pas une grande bouillie. Évidemment, l'idée, c'est d'essayer de se dire, OK, où est-ce que sont les ensembles? Est-ce qu'il y a une grammaire post-digitale de ce continuum-là qui nous permet quand même de mieux comprendre, de repenser une structure différemment, une structure sociale différente et communicationnelle. Donc, c'est vraiment la distinction que je fais, qui est faite par d'autres auteurs. Euh, Maintenant, il y a pas enfin, on n'est pas obligé de l'avoir et ça pose aucun problème pour de toute façon travailler sur tous ces objets-là. D'accord. Bon, tu nous as parlé de post-digitalité, mais aussi de hyper-narrativité et Mhm. impact sociétal. Donc, qu'est-ce que c'est l'hyper-narrativité et quels sont
les impacts sociétaux. Je ne sais pas si tu veux poser, répondre à cette question Si, en, si. en disant aussi comment tu vois, comment tu pourrais décrire, modéliser le paysage technologique, d'abord en posant le cadre et après aller plus directement à parler de hypernarrativité. Je mets à nouveau un lien vers un article tout récent qui a été publié cette année dans Argumentation et Analyse de discours, euh, justement sur ces questions-là, entre autres. Et il y a la question de l'hypernarrativité qui revient notamment. Et en fait, l'hypernarrativité, là, je m'appuie tout simplement sur les travaux d'Hélène Rose, donc Lne, qu'on retrouve notamment, normalement dans la bibliographie d'ailleurs de cet article-là, je crois. Ouais. Et donc, il y a un article, en fait, de 2012. Et elle essayait de. Alors, c'est une scientifique qui travaille sur en lettres, en fait, en lettres modernes, en philosophie. Et elle définit l'hypernarrativité comme le fait que l'expérience qu'on fait du web, en général, d'Internet, n'a pas de début, n'a pas de milieu et n'a pas de fin. Et qu'on se retrouve jeté, en fait, dans un bain de récits qui s'entrecroisent, s'entrechoquent, s'interpénètrent, s'entremêlent, et que nous-mêmes, notre expérience du web, elle est aussi tissée de tout ça. Et on se retrouve, en fait, à voyager, en réalité. C'est ça qu'elle dit. Elle donne plein d'exemples assez intéressants. Moi, l'exemple que j'aime bien donner, qui est le plus simple, enfin qui est assez simple, c'est que ça nous est tous arrivé de prendre notre smartphone pour, en fait, par exemple, je sais pas, me regarder des horaires de bus, réserver un billet de train, n'importe quoi. Et puis quelques minutes plus tard, on se rend compte que, bah, en fait, on est en train de regarder des vidéos de chats, j'en sais rien, et on se demande comment on est arrivé là, quoi. Et on n'est même pas forcément conscient du chemin qu'on a fait. Et quand on se connecte à nos smartphones, ce qui est intéressant à savoir, c'est que on se connecte à un flot immense d'informations et d'usages. Et en fait, on ne fait que prendre un train en marche qui va excessivement vite en réalité. C'est vraiment le terme de stream en anglais, il est intéressant, le terme de courant, courant marin, quoi. Et on le prend en marche et on se retrouve en fait embarqué là-dedans. Et après, d'un seul coup, on sort, on pose notre smartphone. Et qu'est-ce qu'on a retenu de tout ça? D'accord? Pas forcément grand-chose peut-être, ou alors peut-être des envies qu'on a envie de reprendre après. Cette hyper-narrativité, c'est vraiment ça. C'est cette capacité à... C'est le fait que tous ces récits, en fait, de manière très rapide, s'entremêlent, s'entrecroisent. Il y a beaucoup aussi, et on le voit dans les mèmes, dans les vidéos TikTok, dans les posts Instagram, beaucoup d'intertextualité et beaucoup d'interdiscursivité. Et ça veut dire que tout cela, en fait, s'interconnecte encore une fois de manière assez importante, et on se retrouve jeté là-dedans. Et nous-mêmes, d'ailleurs, on utilise ça, enfin, en tout cas, on essaye, autant bien que mal. Alors, ça dépend peut-être à la fois des générations, des personnes, enfin, ou de l'intérêt qu'on peut avoir pour les plateformes. Mais là, je parle aux plus jeunes, c'est peut-être plus facile. Euh, Avec l'avènement justement de cette société post-digitale, nous sommes devenus des êtres hyper narratifs par essence. C'est-à-dire qu'on peut vraiment écrire rapidement, envoyer des messages un peu partout à tout le monde, leur donner des formes différentes en fonction des personnes, les reconnecter, les remettre en commentaire. Enfin, les formats aussi sont différents. On peut avoir effectivement un message comme en commentaire sur un réseau social et en publication principale sur un autre. Enfin, tout cela, en fait, nous permet de jouer aussi avec des codes narratifs et donc des codes sémiotiques en réalité, puisqu'il s'agit bien de ça. Pour construire un récit, il faut bien des éléments qui fassent sens. Et donc on retrouve là ici la sémiotique, la sémantique, les sciences du langage. Bon. Euh, donc c'est vraiment ce grand ensemble qui bah, fait qu'on se retrouve véritablement jeté dans une toile de récit dans laquelle enfin, avec laquelle on tisse certains liens, on détisse d'autres liens aussi. Et tout ça, en fait, bah, fait qu'on essaie de trouver du sens là-dedans, autant que faire se peut. Et parfois, il n'y en a pas, et c'est pas forcément très grave non plus d'ailleurs. Donc voilà, c'est cette espèce d'énorme planète, c'est l'étoile noire post-digitale, et on se retrouve jeté là-dedans. C'est très intéressant pour revenir, et là j'invite ceux qui ont envie à les regarder à l'une des premières séances, probablement la première séance des débats sur les débats. On avait accueilli Francesco Ferretti, un philosophe italien, qui nous avait parlé du pouvoir structurant et persuasif du récit. Donc, un récit qui explose, Mhm. une constellation de récits probablement a un impact aussi sur la représentation que nous pouvons nous faire du réel et sur l'utilisation persuasive de cette représentation. Donc,
probablement, il y a aussi des rechutes. Moi, je parle sans connaître, mais en essayant de faire les liens entre des réflexions qui nous ont été portées. euh, il y a un côté, il y a des conséquences politiques et démocratiques dans cette démultiplication des récits ou pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, si tu as un peu observé tout ça, si... Euh, je pense que oui, en fait, parce que de toute façon, d'abord, alors, il y a peut-être deux impacts. Le premier impact, c'est dans le fonctionnement des partis politiques, puisque nous, enfin, l'espace démocratique, il y a des partis politiques. Il y a aussi des associations militantes qui vont pousser pour certains droits, des grassroots movements, etc. Et donc, la manière dont on fait de la politique ou du politique change. Quand on voit, moi j'ai suivi un petit peu la campagne, la manière dont, en fait, notamment du côté du nouveau Front populaire, en fait, ils avaient des équipes dédiées aux mèmes pour produire et diffuser des mèmes sur Internet, mais c'était vraiment des équipes dédiées. On voit bien que finalement, la campagne, elle se joue aussi bien justement sur les réseaux sociaux qu'ailleurs, et que ça, c'est très important. La preuve, le fait qu'Elon Musk ait racheté X, enfin Twitter, puis transformé en X pour ensuite en faire un instrument de la campagne de Donald Trump, ça dit quelque chose aussi. Ça, c'est une première chose. Le deuxième élément, c'est aussi que les militants eux-mêmes utilisent les réseaux sociaux et leur code et l'hypernarrativité pour faire passer des messages, hein. Euh, Moi, je suis régulièrement, de par mes recherches, la manière dont fonctionnent les mouvements militants écologistes, notamment. Et il y a eu un renouvellement, on le sait, en fait, hein, de militants au moment de la loi climat. Il y a eu beaucoup et avec aussi le Fridays for Future, beaucoup de nouveaux militants plus jeunes qui sont arrivés et qui ont complètement bousculé les codes de vieilles associations vieillissantes, hein, comme les Amis de la Terre, etc., où il y avait une écologie plus 20e siècle, quoi. Et sur notamment sur les réseaux sociaux, les militants ont théorisé le fait de devoir faire des actions Instagrammables. Ils les appellent comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un impact visuel immédiat, soit en image, soit en story, et que ça puisse être généré de l'engagement, devenir viral pour pouvoir avoir un impact et inciter à l'action. Donc, ils utilisent vraiment ça. Et ça montre que déjà, les acteurs politiques eux-mêmes, organisés, euh, ils ont vraiment intériorisé, théorisé ça. Et puis, dans leurs actions, dans la praxis, ça se matérialise très fortement. Première chose. Deuxième élément, c'est que du point de vue démocratique, et je pense que c'est là qu'on touche justement vraiment le cœur de la question de ce cycle de séminaire, hein, le débat sur le débat, euh, ouais, ça fait quelque chose de conversation. Et ça fragmente. C'est-à-dire que, alors, on le sait, il y a la question des bulles filtrantes. Alors, c'est une question qui n'est pas si simple que ça, hein, parce que là aussi, il y a eu beaucoup de choses écrites un peu simplistes là-dessus. Mais effectivement, on peut, on va dire, entraîner l'algorithme comme un animal, en fait. On peut le dresser pour avoir des contenus qui nous intéressent plus ou moins. Et on le sait très bien. Quiconque a eu, par exemple, un réseau social, alors moi, ça m'est arrivé avec Instagram, où j'en avais marre d'avoir des contenus très négatifs. Je passais mon temps à doom scroller, c'était juste insupportable. Et donc, je me suis amusé à me désabonner de certaines pages, à me désabonner à d'autres, et à entraîner l'algorithme pour me proposer des choses plus agréables, plus positives. Et ça a fonctionné. Au bout de quelques semaines, ça fonctionnait assez rapidement. Donc, ça veut dire derrière que, on peut effectivement réussir à ne discuter ou à ne voir des pages ou des communautés qui sont toujours d'accord avec notre vision du monde. C'est commode, c'est évidemment très commode, on a l'impression que finalement tout le monde est d'accord. Or, ce n'est évidemment qu'une vision excessivement fragmentaire de la réalité, puisque il y a autant de communautés de vision du monde et de vision politique qu'il y a de personnes, enfin, quelque part. Et la difficulté qu'on a, c'est qu'on se retrouve à avoir nous-mêmes installé des barrières qui nous empêchent de nous retrouver exposés au dissensus, c'est quand même le propre des démocraties. Là, je renvoie aux travaux de Chantal Mouffe, hein, tout simplement. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle bien. La démocratie, c'est quoi? C'est un espace formidable où on peut exprimer notre dissensus, notre désaccord de manière pacifique. Ce qui est génial. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'assez. Et là, ça, c'est unique dans le monde, puisque il y a pas mal d'ONG qui ont fait des études récentes qui ont montré qu'en fait, le nombre de démocraties sur la planète est en train de baisser drastiquement depuis une quinzaine d'années. Donc, il y a de moins en moins de démocratie dans le monde. Ça pose aussi d'autres questions, hein, au passage. Mais de plus en plus d'utilisateurs de réseaux sociaux. Bon, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Je pense que non, mais la corrélation peut être intéressante à analyser. Cela étant, ça veut dire qu'on se retrouve effectivement à ne plus savoir trop comment échanger lorsque une personne en face de nous est en désaccord. Alors, pourquoi? D'abord, il y a premier élément, la contrainte technique.
Je rappelle que quand Twitter a démarré, on avait, je crois, 140 signes, 130 signes, c'était très très peu. Comment exprimer une opinion construite, enfin un argumentaire politique construit en 130 signes? On ne peut pas. Donc, on bascule sur la culture de la punchline. Puisqu'en fait, il faut que, en une phrase choc, les gens puissent comprendre notre idée, et en plus que cette idée devienne virale, qu'elle génère de l'engagement, des likes, des retweets, etc., etc. Donc, les dispositifs, et là, on va vraiment aux travaux en information de la communication, hein, la notion de dispositif ou d'affordance, tout nous enjoint à formuler des pensées excessivement courtes et des pensées courtes impactantes pour que les autres puissent les lire puisque si personne ne les lit, ça ne nous intéresse pas. Or, pour qu'elles puissent être lues, il faut qu'elles génèrent de l'engagement, donc soit du pour, soit du contre, soit clivant. Et donc déjà, ça pose un cadre qui n'est pas forcément évident. Ensuite, souvent, dans les commentaires, quand on veut commenter des publications sur Facebook ou sur Instagram, on est aussi limité en nombre, ou alors les commentaires sont trop longs, sont tronqués. Évidemment, on ne va pas les dérouler, ça ne nous intéresse pas, donc en fait, on les passe sous silence. Puis un autre élément, un autre effet que je suis en train de voir pas mal, je ne sais pas si vous avez suivi, mais depuis quelques jours, Blue Sky, qui est un des concurrents de Twitter, enfin ex-Twitter X, son nombre d'abonnés a explosé. Il y a quasiment 1 million d'abonnés par jour qui se créent sur ce compte, sur ce réseau. Et les gens sur ce réseau-là, à mon avis à juste titre, sont contents d'y être pour dire, bah, comme ça on échappe justement à l'usine à trolls qui est devenue X, qui est effectivement devenue une usine néofasciste complètement délirante. Là-dessus, je suis entièrement d'accord, effectivement, c'est un endroit très malsain. Mais ce que ça dit aussi, malheureusement, en même temps, c'est de dire, je veux sortir de là pour retrouver un environnement où je peux être tranquille parce que les gens pensent un peu tous comme moi. Donc, il y a les deux problèmes. C'est qu'il y a effectivement toutes les usines à trolls, les fermes à bots, qui sont en fait délétères sur les réseaux sociaux, qui sont absolument terribles. Et dans le même temps, plus l'environnement sur les réseaux sociaux est menaçant et harcelant, etc., désagréable, plus on a envie de se retrouver entre soi, entre gens qui pensent pareil, parce que ça nous rassure, ça nous réconforte et on peut enfin souffler. Or, en faisant ça, en réalité, on se retrouve de nouveau piégé dans le même problème, qui est le fait qu'on est sur des plateformes ou dans des situations digitales où le dissensus devient impossible. Et en réalité, les réseaux sociaux, pour l'instant, tels qu'ils sont imaginés, programmés, etc., ne sont pas faits pour accueillir le dissensus. Sauf si il y a clash. C'est-à-dire que ce n'est pas une conversation parce qu'on n'est pas d'accord, mais c'est un clash entre deux opinions complètement antagonistes qui de toute façon ne pourront jamais s'entendre. Et donc s'il y a clash, s'il y a cette culture de la punchline, la petite phrase assassine, etc., la culture du retweet ou la culture du ratio, tout ce petit code en fait des sites sociaux, là ça devient intéressant parce que là ça crée de l'engagement, ça crée du trafic, mais c'est pas de la conversation. Euh, et donc effectivement, on a cette difficulté. J'ose espérer qu'on trouvera peut-être une formule, mais pour le moment, effectivement, on se retrouve à avoir ces divisions communautaires excessivement fortes dans des démocraties qui sont en péril, pas simplement pour ces raisons-là, mais ça ne fait qu'accélérer des problèmes d'incapacité à pouvoir se parler. On l'a vu aux États-Unis, en fait, évidemment, très fortement, où le pays est coupé en deux. Ça, on l'a déjà largement dit. Les collègues en sciences politiques le disent beaucoup. Les travaux sont très intéressants là-dessus. Mais ça commence à devenir le cas aussi en Royaume-Uni. Et puis, en fait, on retrouve cette problématique partout dans les démocraties occidentales, j'entends pour l'instant. Euh, et c'est ça qui mine l'espace européen, par exemple. Enfin, je vais pas vous faire l'affront de parler de l'Italie que je connais trop mal, mais dont on voit très bien, hélas, ce que ça a pu donner avec l'élection enfin, en tout cas, la nomination de Mélanie. Et en France, on aura sans doute globalement, hélas, la même difficulté, puisque on voit que les pays en Europe tombent les uns après les autres, Danemark, Finlande, Pays-Bas, etc., Italie, bon, Pologne, Hongrie, avec évidemment des contextes nationaux différents à chaque fois. Et il n'empêche que on retrouve ça. Et on retrouve aussi cette stratégie, en fait, pardonnez-moi l'expression, du bordel permanent, théorisée par Steve Bannon. Et vous savez, donc l'ancien conseiller de Trump, justement, sur la stratégie numérique et sur la communication. Et qui, en fait, Bannon, on le sait, a fait des petits partout en Europe. De Marine Le Pen à Viktor Orban, il suscite beaucoup d'admiration et ces pratiques sont reprises. Donc, on a donc des dispositifs qui rendent le dissensus difficile, mais qui en plus encouragent finalement des phénomènes de meute, des phénomènes de harcèlement, des phénomènes de clash ou de punchline, qui sont complètement étrangers au fonctionnement d'une démocratie saine. Euh,
Et ça, c'est évidemment un problème, puisque si on ne peut plus débattre en démocratie et qu'en fait on en est réduit à simplement se regarder en champ de faïence, s'insulter, s'invectiver et considérer les partis comme des écuries pour lesquelles on vote, je pense qu'on a un léger problème quand même. Donc, euh, alors, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste par... Désolé parce que le propos l'est un Non, non, petit peu, mais oui. je suis pas pessimiste par nature, donc j'ose espérer qu'on aura des sursauts qui vont faire que les choses se passeront mieux. En revanche, j'ai l'impression que, et j'espère que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on passe par des phases moins marrantes démocratiquement pour ensuite se rendre compte de ce qu'on a perdu et pouvoir le reconquérir. En tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on se tourne plutôt vers ce type de fonctionnement-là, mais bon, à voir. Je retiens bon, de tout ce que tu as dit un élément que je trouve extrêmement important justement pour l'époque post-digitale, la distinction entre dissensus et clash. On a tendance à confondre les deux et à penser vraiment à créer une simplification comme quoi il y aurait des partisans du dissensus clash et des personnes qui croient à la possibilité d'une discussion complètement épurée, complètement angélique, capable de aller construire un consensus dans n'importe quelle situation. En réalité, ce n'est pas le cas. On peut ne pas construire de consensus sans aller au clash. Et c'est le clash, on va le dire de façon très explicite, rapporte de l'argent aux plateformes numériques qui ont en quelque sorte privatisé le débat Mhm. public. Mhm. Parce que ça produit engagement, donc ça produit des revenus en termes d'espaces publicitaires qui sont vendus. Le dissensus, un dissensus qui peut être même vif, n'a pas n'a pas Mhm. le Mhm. même rôle. Et nous, qui, je pense que d'après ce que tu as dit, mais je voudrais le souligner, qui est contre le clash n'est pas forcément contre le dissensus. On peut considérer qu'une démocratie est un espace de confrontation, même vive, même sans consensus, mais qui peut avoir des formes discursives autres que le clash. Je pense que ça, c'est un élément très important. Il y a une autre question. Je pense que je vois qu'il y a peut-être une question dans le chat. Je ne sais pas. Non, c'est quelqu'un qui doit partir, mais c'est pas grave. Et donc, une autre question qui est liée à celle-là, on parlait tout à l'heure de Gabriele Marino, on se parlait qui va être, qui collabore avec toi et qui a collaboré avec nous et qui nous a toujours alerté sur le pouvoir créatif qu'il peut y avoir en ligne et qui peut être une voie une exit strategy pour se sortir de cette situation. Et Gabriele, comme toi par ailleurs, est quelqu'un qui connaît très bien le domaine, le monde des mèmes. Qu'est-ce que c'est un mème? Est-ce qu'il y a une relation avec l'hypernarrativité dont tu nous as parlé? Et est-ce que tu partages l'avis de Gabriele que dans un même, nous avons un potentiel créatif et donc d'émancipation par rapport à des formats imposés de discussion voilà, Ouais. qui pourraient nous aider à nous orienter dans les débats actuels? Alors, c'est intéressant parce qu'on était avec Gabriele sur le même colloque hier à l'Université de Luxembourg. On a eu la discussion en atelier et on était invités sur la même table ronde. Euh, donc ça fait une belle suite. Ouais, je pense que le même permet ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de... grâce à cette hyper-narrativité qui permet en fait une grande créativité sémiotique, plurisémiotique même, euh, il y a effectivement tout un ensemble de possibles. Le fait qu'on ait pu créer, par exemple, des trends sur TikTok, je pense au trend BookTok, où en fait, en gros, des influenceurs littéraires proposent des livres, et alors ça fait des millions et des millions de vues, et il y a plein de gens qui se retrouvent à lire, alors qu'ils ne lisaient plus, grâce à ça. Donc on voit bien que on peut toujours trouver des moyens de pirater un petit peu ou de bypasser, en bon français, de trouver des moyens de contourner un petit peu les failles de ces dispositifs-là et d'en faire quelque chose de vertueux en réalité.
Et les mêmes, en fait, donc je rappelle un petit peu globalement, ce sont, alors, on va dire dans la définition mainstream ou plus populaire, c'est ces images iconotextuelles qui sont ironiques, sarcastiques ou qui vont commenter des situations de la vie quotidienne ou l'actualité politique. Enfin, il y a des mèmes sur tout et n'importe quoi. Mais plus largement, c'est les phénomènes mémétiques, c'est la manière de rendre viral des comportements. Euh, il y a eu il y a quelques années euh, plein de mèmes très très différents qui étaient en fait des vidéos où les gens reproduisaient. Il y avait le Ice Bucket Challenge, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, où il fallait se mettre en fait un seau de glaçons sur la tête. Bon, c'est pas très intelligent, mais en fait, en fait, plein de gens le faisaient et se filmaient en train de le faire pour le republier et continuer en fait évidemment il y a voilà, à l'encourager. Il y avait le Harlem Shake, il y avait plein de choses comme ça, des mèmes assez vieux. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est notre capacité à contourner, détourner, être créatif, utiliser des manières de s'exprimer différentes, des manières en fait aussi de commenter les choses différentes, de jouer avec les polices d'écriture, de jouer avec les images. Euh, En fait, on peut communiquer différemment. Parce que c'est aussi ça ce qu'il faut voir, c'est qu'à la fois les conditions classiques du dissensus démocratique ne sont plus permises actuellement par les dispositifs techniques digitaux que nous avons et leurs usages, mais en revanche, fait qu'il y a de nouvelles dispositions du dissensus qui peuvent être inventées et créées, et qu'on n'a peut-être pas encore complètement créées d'ailleurs, visiblement pas suffisamment, puisque nos démocraties sont un petit peu en crise. Mais je pense qu'on peut créer des choses différentes. Et effectivement, moi, ça m'est arrivé par exemple de voir des sites où un mème est publié. Et les autres personnes vont commenter avec d'autres mèmes. Et des conversations entières se font uniquement par mème. C'est-à-dire, il n'y a plus de texte, de phrases longues, complètes, etc. Là, c'est une première chose. Et puis, le deuxième élément, effectivement, c'est cette créativité dont je parlais tout à l'heure, qui se retrouve en dehors de l'espace traditionnel, les mêmes, en fait, qui se retrouvent dehors, sur des pancartes de manifestation. Euh, elle, euh, elle nous permet aussi de faire plein de choses assez originales. Je me souviens d'un essai que j'avais fait une fois sur un cours de première année, donc d'université, de communication humanité numérique. Donc en fait, j'ai demandé aux étudiants, alors ils avaient un contrôle continu, donc ce n'était pas la seule note, mais j'ai demandé aux étudiants de créer un dossier en argumentant uniquement avec des mèmes sur des sujets donnés. Donc ils avaient aussi un argumentaire, véritablement, donc il y avait vraiment une analyse de l'argumentation, des procédés, mais ils utilisaient on va dire par séquençage d'arguments, à chaque séquence de l'argumentation, un mème pour expliquer. Et il y a eu des choses formidables avec ça. Je me suis dit, je pense que certains de ces étudiants-là, je dis certains de ces étudiants, pas certaines, parce que là, je pense vraiment à des garçons en particulier à ce moment-là, je pense qu'ils auraient fait des, des, euh, des, des devoirs nettement moins percutants s'il n'y avait pas eu les mêmes. Donc, en fait, on a aussi cette capacité-là. Alors, en revanche, évidemment, le même est synthétique. Il concentre une argumentation. Donc, il ne permet pas de déployer les choses de manière très développée. En revanche, les séquences de même peuvent déployer de manière peut-être un peu plus, voilà, moins contraignante une argumentation complexe. Euh, Néanmoins, voilà, je pense qu'effectivement, euh, il faut, euh, il faut garder en fait espoir dans notre capacité toujours à créer, détourner. Et le web, en réalité, est plein d'exemples de plateformes créées, détournées, etc. Je veux dire, à la base, Facebook ou Instagram, c'était pas des choses, c'était pas ce que c'est maintenant. Twitter non plus, d'ailleurs. C'était justement des processus capables de détourner, de proposer des alternatives. Donc, on peut toujours en créer des alternatives. Bon, maintenant, la différence, c'est que euh, la majorité, on va dire, des acteurs du web sont entre les mains de, effectivement, comme Paula l'a très bien rappelé, de personnes qui ont des intérêts financiers massifs. Là où il y a 20 ans, on avait des personnes dans leur garage qui créaient des choses un petit peu différentes. C'est quand même pas pareil. Mais je pense on a effectivement une capacité encore à être créatif, trouver des solutions et puis produire des choses qu'on peut encore peut-être même pas encore imaginer. J'ajoute ceci dit que la culture du clash, pour faire une petite généalogie sur cette question-là, elle n'est pas propre à Internet au final. Et je me souviens de l'époque, il y a 20 ans de ça, où on parlait de la télé poubelle. Vous savez, c'est Mhm. cette télévision, on avait commencé à créer, ben, Berlusconi en Italie en est un des instigateurs, mais pas uniquement en Europe, il y a plein d'autres personnes. Cyril Hanouna en France est bien connu pour ça, mais il avait commencé bien avant. Et avant, il y avait Christophe de Chavannes encore. Et où on avait effectivement des émissions où ce qu'on voulait, c'était faire de l'audience à n'importe quel prix. Et donc, il fallait du clash, il fallait de la grossièreté, il fallait des choses absurdes. Voilà. Et ça, c'était évidemment toute une problématique. Donc, je pense que cette capacité
de certains médias, quels qu'ils soient, télévision, puis en fait réseaux sociaux, à saper la démocratie, remonte hélas à bien avant l'avènement du Web 2.0. Bien sûr. Écoute, bon, avant de te poser une question que tu as déjà abordée par ailleurs et qu'on m'a posée à toutes et tous les linguistes qui participeront à cette édition, j'ai une question plus technique sur laquelle je voudrais que tu nous éclaires, même si rapidement. C'est cette notion de hypercompte Mmh. qui apparaît dans tes travaux en relation avec l'hypernarrativité. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est un hypercompte? Alors, l'hyperconte, effectivement, c'est cette. Je m'étais amusé justement par rapport à l'hypernarrativité, à essayer de regarder comment faire pour. Puisqu'en fait, les récits se structurent avec plusieurs acteurs et plusieurs plateformes, je me suis dit, mais en fait, et comment est-ce qu'on peut essayer d'analyser un récit qui, du début à la fin, puisqu'en fait, il y a des moments, ça s'appelle des moments médiatiques, hein, des moments communicationnels très forts, du début à la fin, va en fait être articulé, commenté, structuré par plein d'acteurs différents sur plein de plateformes différentes. Et je me suis rendu compte effectivement que en travaillant cette question, et alors je l'ai pris comme exemple en fait dans l'article que j'ai dû mettre en commentaire, je crois, le cas de Christophe Détinger, vous savez, ce boxeur qui pendant la crise des Gilets jaunes avait cogné sur des CRS à main nue. Et donc, il y avait évidemment toute une logique très antagoniste et puis très, justement, très mythologique quasiment, hein. On a l'homme seul, point nu contre l'ordre établi, des gens qui sont armés, etc. Enfin, il y a toute une. Ça rejoint plein de figures mythiques, grecques, antiques ou d'autres encore. Donc, bon. Euh, et je me suis amusé à suivre ça jusqu'à effectivement son emprisonnement, parce qu'il y avait aussi toute l'affaire de la cagnotte Litchi qui avait été constituée pour lui venir en aide, de lui payer les frais de justice, qui finalement avaient été retirés. Enfin, et donc, on avait comme ça construit enfin, un récit avec plein d'acteurs différents, plusieurs plateformes, Litchi, les réseaux sociaux, Facebook, etc. Des acteurs évidemment institutionnels, donc il y avait la police nationale, il y avait la préfecture, et puis il y avait aussi des journaux qui commentaient. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui était intéressant là-dedans, c'est que, alors ça demande du travail, et puis c'est assez énorme, mais quand on met bout à bout tous les acteurs qui vont parler ou construire un récit, ou le commenter, on arrive à avoir une espèce de je ne saurais pas comment le matérialiser enfin, ou le dire, mais une espèce de boule de récit qui va excessivement vite, qui naît, puis qui meurt au bout d'un moment, parce qu'évidemment, il y a d'autres récits qui arrivent. Il y a un moment pour tout, hein. Et qui est à la fois une conjugaison du temps médiatique et du temps des réseaux sociaux. Il y a les deux. Et, euh, et un hyperconte, c'est effectivement ce récit qui, au milieu de cette hyper-narrativité, cette montagne, cette grande forêt de récits et de ce flot ininterrompu, va en fait se structurer, mais pas de manière linéaire ou unique. C'est pas un conte de Grimm, hein. C'est pas un récit avec un début, une fin, un seul énonciateur. C'est une multitude d'énonciateurs avec une multitude de points de vue qui vont investir effectivement quasiment en temps réel parfois et commenter et participer à construire un récit sur en fait une figure ou un élément de l'actualité. On pourrait aussi prendre d'autres exemples parce qu'en fait on peut le faire pour des sportifs paralympiques, on peut le faire pour plein de gens et on va installer en fait finalement quelque chose qui au final fait référence à des archétypes complètement du conte. Et là je renvoie vraiment aux études à la fois en information communication et en lettres, hein. Et en philosophie, il y a eu tellement de travaux sur les contes, on les utilise aussi en sciences du langage de toute façon, donc ça, voilà, je ne vais pas vous faire insulte de les reciter, mais euh, et ça, je trouve ça intéressant parce que ça nous permet de suivre et de regarder un petit peu mieux comment fonctionnent ces récits-là, parce que qui dit récit dit, hein, donc comme je le disais, plusieurs instances énonciatives, plusieurs manières d'en parler, donc des éléments pragmatiques, sémantiques, sémiotiques très différents. Là, il y a des registres de langue et des genres de discours, évidemment, aussi qui s'entrechoquent. Et suivre comme ça un récit de ce type-là, du début à la fin, est assez étonnant. Et ça donne un peu le vertige quelque part, parce qu'il y a vraiment cette accélération aussi, cette tension permanente. Et puis là, on avait aussi toujours ces antagonismes, cette logique très antagonistique, euh, avec voilà, le bon contre les méchants de l'État, quoi. Enfin, en plus, c'était les Gilets jaunes à ce moment-là, donc le contexte était très inflammable. Donc c'est ce type, c'est en fait une manière de lire l'hyperconte finalement,
des événements médiatiques ou des événements en fait parfois anodins, mais repris par plusieurs instances qui se voilà, renvoient la balle, se commentent l'un l'autre, etc., se surajoutent. Et puis, et ça fait circulation de manière assez, comment dire, inflationniste sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment ça que je trouvais intéressant. C'était quelque chose de plutôt expérimental en réalité, mais je pense que ça pourrait être réinvesti de manière un petit peu différente sur d'autres cas de figure en tout cas. Bien évidemment. Et ça nous rappelle un peu les produits multiformes des traditions orales. Paradoxalement, je pense à la littérature homérique, par exemple, qui est le produit justement de, on peut dire, d'un hyperconte. Toute la mythologie grecque, elle est récitée à plusieurs reprises par des acteurs différents à des moments différents et réinterprétée en fonction aussi du message qu'on veut faire passer. Sauf que là, tout s'accélère et tout se matérialise et tout est accessible en même temps. C'est un peu ça le vertige que nous, en regardant nos données, avons souvent, Mhm. l'accélération et la simultanéité des Tout voix. à fait. Donc, le fait que tout laisse une trace qui n'est pas tout simplement transmise, mais qui est matériellement présente. Oui, on est dématérialisé, mais pas tant que ça. Donc, il y a cette oralité qui laisse des traces écrites qui permet vraiment de revoir, de voir à l'œuvre des mécanismes qui sont typiques après des êtres humains et qui structurent certaines communautés. Or, la dernière question que je vais poser à toutes et à tous, les linguistes, quelle est notre responsabilité en tant que linguistes et comment pouvons-nous accompagner nos sociétés à travers cette crise, cette transformation et aussi avec quelle linguistique, quelle conception de la langue. Mhm. Alors ça, c'est... Alors bah, évidemment, quand on est linguiste, on est convaincu qu'on a un rôle à jouer, heureusement. Moi, de mon côté, je me situe en analyse de discours, donc c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a ce rôle social, on va dire, consubstantiel de l'analyse de discours à la française depuis les années 70, hein, depuis Michel Pêcheux et Michel Foucault, entre autres. Euh, mais je pense que notre rôle, justement, et l'intérêt de nos travaux, toutes et tous, autant que nous sommes, c'est ben, justement de montrer que à la base de tout ce qu'on est en train de voir, il y a des faits de langue, il y a des instances énonciatrices qui ont des intérêts à proposer des formulations ou des métaphores, quelles qu'elles soient. Il y a des contextes d'énonciation. Il y a des environnements pragmatiques très concrets qui nous orientent et orientent notre réception d'une production énonciative. Il y a les argumentations, parfois fallacieuses, qui sont utilisées. Je pense qu'on a un rôle, enfin, j'y crois en tout cas beaucoup. Je pense que les sciences du langage ont un rôle démocratique excessivement important. Excessivement important parce que les travaux, par exemple, dans les années, au XXe siècle sur le fascisme et sur la compréhension de son fonctionnement, ont bien montré que à chaque fois, le langage joue un rôle déterminant. La manière de nommer ou de ne pas nommer les choses, d'abord, puis la manière d'installer en fait des récits, des argumentaires sur soi ou sur les autres. Le fameux us versus them qu'on trouve en analyse critique du discours à l'anglo-saxonne, c'est capital. Et on voit aussi la manière dont on parle de cadrage, de framing cognitif, cadrage cognitif, la manière dont on va construire en fait des éditions journalistiques, les mots qu'on va utiliser, les titres qu'on va choisir, etc. Euh, Tout cela en fait est capital. Et la difficulté, c'est que nous ne sommes pas outillés pour comprendre les subtilités de tout cela. Euh, En tout cas, je pense qu'en analyse de discours, on a dans les écoles notamment, ou en collège, en lycée surtout, on n'a pas beaucoup d'heures sur ces questions-là, voire pas du tout. Et ça fait de nous des citoyens, hélas, un peu trop facilement victimes de supercheries ou d'arguments fallacieux ou de structures énonciatives qui vont nous inviter à croire certaines choses basées non pas sur des faits, mais sur des opinions ou des sentiments. Et je pense qu'en démocratie, c'est un peu le piège, en fait. C'est à un moment donné, c'est d'arriver à exciter des logiques émotionnelles ou affectives, qui évidemment jouent un rôle dans le vote et dans la vie démocratique. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'en faut pas, mais qui les éloigne en fait de faits, de faits concrets, de définitions, d'éléments tangibles. Et en fait, pour être en dissensus, il faut qu'on soit d'accord
sur ce sur quoi on discute. Or là, on en est réduit à ne même plus être d'accord sur ce sur quoi on discute. Parce que il y a aussi autre chose, c'est le mélange des registres et le mélange des genres. On parle de registres de langue et de genres discursifs. Euh, le simple fait, par exemple, sur un plateau télé, que vous ayez en fait invité, je sais pas moi, un homme politique, un scientifique et un éditorialiste, et qu'on nous fait croire que toutes les opinions se valent, alors que le scientifique parle de recherche, donc de recherche de la connaissance, et que l'éditorialiste va juste donner son opinion, informé par rien, enfin ce qu'il pense. Ce n'est pas la même chose en réalité. Et on a fini par mélanger les registres de connaissances. Et je pense que ça n'est pas sain. Il ne s'agit pas de dire qu'il y en a un qui est plus important que l'autre, mais de savoir d'où on parle. Et que, en fait, quand un chercheur ou une chercheuse informe sur des faits, c'est pas une opinion en fait qu'elle donne, c'est que ce sont des observables. Et que, en fait, on peut évidemment partir de là, mais on ne peut pas en fait mélanger tout. Et la recherche, la science n'est pas une opinion. Et on voit de plus en plus que justement la place des scientifiques, alors c'est le cas pour le climat, mais c'est le cas en sociologie aussi en France de plus en plus, et ça fait tache d'huile sur plein de choses, la place de la recherche des scientifiques et des universitaires en général dans les démocraties. On voit qu'aux États-Unis, c'est bien problématique, ça l'est en Hongrie, ça l'est en Pologne, ça l'est en Italie. Elle est compliquée. Pourquoi? Parce que finalement, euh, le fait, on le voit bien, de proposer un regard sur des connaissances, et de leur donner un éclairage, ben parfois les résultats que nous on va donner, alors très modestement au sens du langage, mais ces résultats sont pas là pour faire plaisir à qui que ce soit en fait. Ils sont là pour essayer dans l'état des connaissances qui sont les nôtres et des méthodologies qui sont les nôtres, de donner en fait des éléments de connaissance et de compréhension de phénomènes langagiers en l'occurrence pour les sciences du langage ou sociolinguistiques et donc de dire ce qu'il en est. Tous les débats qu'il y a eu en France sur l'écriture inclusive, sur le pronom il, etc., en tant que linguiste, on n'est pas censé être prescriptiviste, on observe. On peut être d'accord ou pas en tant que citoyen, bien sûr, mais on observe. Et des observables, bah, les pratiques langagières font partie des observables. Et donc, je n'ai pas en tant que scientifique à dire si c'est bien ou pas bien, je peux simplement dire que c'est déjà pas si mal, et j'essaie de comprendre comment ça marche. Et je pense effectivement que de ce point de vue-là, on a, nous, linguistes, un rôle à jouer parce que, euh, alors, sans vouloir faire du Sapir-Whorf à la petite semaine, on sait qu'il y a un lien de toute façon entre le langage et la cognition, pour être très très bref, et que tout cela s'interpénètre fortement et que nos visions du monde, nos représentations sociales, elles sont euh, à la fois elles influencent le langage et le langage les influence. Donc tout ça, ce sont des éléments capitaux qu'il faut prendre en considération pour qu'une démocratie fonctionne sainement. Donc je pense effectivement que on a un rôle important de décryptage et de compréhension à jouer pour apporter en fait en tout cas bien modestement à la place qui est la nôtre des éléments pour qu'une démocratie puisse fonctionner en connaissance de cause et le plus sainement possible et que les citoyennes et citoyens puissent se saisir de certains sujets en connaissance de cause. Je pense que c'est vraiment capital. Bon, merci beaucoup. Nous sommes tout à fait d'accord avec toi sur et c'est l'une des autres de nos missions. Donc effectivement, ça nous fera plaisir hein, si on pourra continuer à travailler ensemble sur ces questions. Euh, Est-ce qu'il y a des questions? Personne n'a écrit dans le chat. Je ne sais pas si quelqu'un a posé des questions, si quelqu'un veut poser des questions. Je peux répondre à toute question, enfin, vous inquiétez pas, il n'y a pas de... C'est des questions il y a pas de de mauvaises questions, quoi. clarification de... Oui, bonjour, j'avais une question, s'il vous plaît. Oui, c'est... Sarah alors, Kadouri, je suis désolée, ma caméra ne fonctionne pas. J'avais une question, ce qui était un peu plus pratique, c'était par rapport à la récupération des données en tant que linguiste quand on travaille sur un corpus. Vous parliez de Twitter, enseignement Twitter là tout à l'heure. On remarque de plus en plus que, par exemple, il peut y avoir des comptes qui sont suspendus, des disparitions de tweets, etc. Quand on étudie un sujet qui est un peu plus ancien dans le temps, par exemple, enfin, personnellement, je me place sur la crise de Covid-19. Et comment on fait pour récupérer justement des données qui ont pu disparaître en fait par rapport Ah, au débat qu'il y a pu avoir par exemple entre les anti-vax et les pro-vax, etc. Merci beaucoup. ça, c'est, bah, merci pour votre question, elle n'est pas facile. Mais... Alors, c'est d'autant plus compliqué que on est en train de passer d'un web libre à un web contraint
et un peu fermé. Ça, c'est une tendance lourde, en fait, notamment chez les gros opérateurs, chez X, chez Meta, chez Microsoft. Et vous savez, en fait, le principe, c'était que, notamment anciennement Twitter, l'API, ce qu'on appelle l'API, en fait, était ouverte. Donc, les chercheurs pouvaient récupérer les données et les traiter de manière gratuite ou payer assez peu cher. Et on avait accès vraiment à plein, plein de choses. C'était le cas aussi pour Facebook et Instagram, via leur logiciel FacePager, on pouvait récupérer pas mal de choses. Et CodeTangle aussi. Bref, et en fait, Meta a fermé ses API. Donc, ça veut dire qu'en fait, en tant que chercheur, on ne peut plus retrouver du contenu, récupérer du contenu. Évidemment, en passant sur un modèle payant complètement délirant. Et en gros, mis à part le fait d'être une grosse université américaine pleine d'argent, c'est très compliqué, quoi. Euh, donc, effectivement, il y a d'abord ce problème financier, ce problème de clôture des API, donc en fait des accès en fait, numériques qui nous permettent de récupérer des données. Donc, pour la construction d'un corpus, c'est compliqué. Moi, je sais que j'ai eu la chance de faire des analyses en fait, de corpus de réseaux sociaux sur les véhicules électriques, par exemple, sur les controverses là-dessus, sur les controverses sur les pesticides, etc. Je pourrais plus faire maintenant. Enfin, ou alors, il faudrait que je trouve un financement pour le faire. Donc, c'est très, très compliqué. Et alors, la difficulté pour les corpus anciens, c'est que, alors, je sais qu'il y a les archives du web, enfin, je sais qu'il y a des choses qui sont, je ne sais plus comment s'appelle ce site-là, mais alors, il y a des Internet Archive en anglais qui stockent beaucoup de vieux sites ou beaucoup de vieux documents qui est intéressant. Mais pour le Covid-19, si c'est en langue francophone, il me semble, mais je ne saurais plus le nom du site, il faudrait chercher, qu'il y a un site qui enregistre et qui conserve systématiquement certaines données liées à des controverses anciennes, justement. Et donc peut-être que là, vous aurez de la chance de pouvoir trouver ce qui vous manque. Mais il est clair qu'on est en train de passer d'un web qui était vraiment très ouvert, très expérimental, très prompt à encourager tout le monde à participer, à un web de plus en plus fermé là-dessus parce que des intérêts financiers et politiques font que ça devient plus compliqué, hélas. Et donc pour nous chercheurs, bah, ça devient encore plus compliqué aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre réponse. Et ce qui est paradoxal, tout ça se fait à un moment où le Digital Service Act imposerait aux plateformes de donner leurs données à la recherche. Ce qui ne se fait pas, c'est qu'elles refusent Mhm. systématiquement de faire, hein, donc en allant contre la loi, en quelque sorte. Oui, merci Albin pour avoir indiqué qu'effectivement d'autres questions peuvent être posées par mail et d'avoir donné ton mail. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que quelqu'un veut alimenter la discussion? Est-ce que Sangwan veut porter son expérience? Par exemple, Sangwan s'est heurté à plusieurs reprises dans la rédaction, dans la préparation de sa thèse avec ce problème en travaillant sur Twitter, de données qui apparaissaient, disparaissaient, qui réapparaissaient, notamment les données de SIA, non? C'était Oui, oui. En fait, pour récupérer les données enfin, issues d'un compte Twitter qui est complètement suspendu, malheureusement, il n'y a pas de possibilité de récupérer ces tweets. Par contre, ce que j'avais fait avant euh, avant d'avoir utilisé l'API, c'était simplement copier-coller les tweets en faisant des recherches avancées sur Twitter. Mais c'est vrai que c'est un travail qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et pas c'est sûr. parfois déprimant. Mais bon, copier-coller peut être une méthode pour dépanner, ça peut aussi être utile. Pour dépanner. Et sinon, il faut aussi dire qu'il y a des plateformes qui sont moins sujettes à surveillance et à manipulation de ce type, hein. Ariane, par exemple, travaille sur Twitch. Je ne sais pas si tu veux raconter un peu ton expérience, Ariane, sur les données Twitch, parce que nous, quand on pense aux réseaux sociaux, on a tendance à penser justement à Meta, Twitter, etc. Mais il y a plein de vies post-digitales digital ou post-digital qui se passe aussi
des endroits où, on va dire, ceux qui sont nés au siècle dernier sont moins souvent présents. Ariane, tu veux nous dire un peu sur Twitch ce que tu as pu faire? Mm. Et Sur Twitch, c'est vrai qu'il y a moins de contraintes au niveau de l'API. C'est juste que ça demande plus de difficultés techniques pour arriver à parvenir à télécharger les données. Donc il faut savoir maîtriser certains logiciels ou certains codes pour pouvoir extraire les données. Heureusement pour Twitch en particulier, il y a un logiciel qui s'appelle Twitch Downloader qui permet d'extraire les vidéos automatiquement avec les chats au format texte. Donc ça s'est fait assez... enfin, la recherche de cet outil a été laborieuse, mais une fois qu'on a cet outil, ça va. Mais en tout cas, on a moins de contraintes que sur des plateformes, des réseaux sociaux plus traditionnels. Comme Twitter, Meta, voilà. sachant que énormément de questions sensibles du débat public passe aussi de façon plus couverte dans ces plateformes qui apparemment, quand je parlais de fonction perlocutoire, qui apparemment auraient une fonction perlocutoire autre que de mobiliser ou de orienter l'opinion publique, mais tout simplement de divertir, par exemple, et comme les plateformes de jeux vidéo. Et là, en réalité, on trouve des positionnements politiques, des débats politiques, des discussions politique extrêmement intéressante, quoique moins explicite, hein, et que de toute façon, un linguiste, une linguiste comme Ariane, qui s'est lancée dans ce travail en ce moment, peut travailler. D'autres questions, s'il y en a? Juste une précision par rapport à ça. Il y a encore, hélas, alors, tout ce qui est méta, donc Instagram, Facebook, YouTube, enfin YouTube est à part, mais il y avait une plateforme qui s'appelait CrowdTangle qui permettait vraiment d'extraire, enfin d'aller regarder en tout cas les publications les plus citées. Là, on peut le faire manuellement et on peut toujours utiliser FacePager, voilà, un logiciel qui permet en fait d'aller récupérer en mettant notamment par exemple l'URL d'une page Facebook ou d'une publication, récupérer tous les commentaires. Moi, je travaille beaucoup avec ça. Pour l'instant, ça marche encore, y compris avec Facebook, Instagram, YouTube, etc. Donc, on peut quand même obtenir des données. Là, c'est gratuit. Bon, c'est un peu, faut bidouiller un petit peu parce que le logiciel n'est pas très facile à prendre vraiment au début. Mais après, on peut vraiment faire des choses intéressantes. Donc, il existe, comme pour Twitch, des alternatives où il y a toujours des gens qui développent des choses pour essayer de passer outre, donc de toute façon. Donc ça, on peut faire confiance aux internautes pour, encore une fois, pour être créatif aussi. Et justement, j'ai une petite question sur Blue Sky. Par exemple, je sais pas, comme c'est un peu la plateforme qui est en train d'émerger, où tout le monde se décale vers Blue Sky. Est-ce qu'il y a des outils ou est-ce que leur API est plus ouverte que X? Est-ce qu'on a des choses là-dessus pour savoir si on pourrait récupérer les données aussi sur cette plateforme? Et est-ce que ce serait utile aussi de s'intéresser à cette plateforme? Alors moi, je pense que ça va le devenir, parce que pour l'instant, les gens se connectent dessus et Boostray, il va sans doute dépasser Threads dans pas très très longtemps. Euh, et je pense que Boostray, en fait, en réalité, va être l'outil qui va remplacer véritablement Twitter. Enfin, ça commence à prendre vraiment cette allure-là. Maintenant, je ne sais pas comment fonctionne leur API, j'ai pas encore regardé comment ça marchait. Euh, est-ce que c'est intéressant pour l'instant de regarder les données dessus? Je ne suis pas certain. Je pense que ça va le devenir d'ici quelques mois. Moi, je pense que ouais, en 2025, ça commencera à devenir intéressant. Mhm. Oui. Ariane, bon, Blue Sky venait de se mettre en place et Ariane voulait déjà le pirater. Maman, pourquoi pas? C'est, c'est une bonne idée. Ben, bon, je pense que nous pouvons vraiment remercier Alban Bergener pour cette intervention aujourd'hui, pour avoir été avec nous, pour avoir ouvert ce séminaire. On peut se donner rendez-vous au 19 décembre, c'est toujours un jeudi
le matin, cette fois-ci, à 10 heures, nous aurons Massimiliano De Mata et Michelangelo Conoscenti qui nous parleront de sciences du langage face à la désinformation au sens technique du terme, c'est-à-dire à l'information qui, de façon intentionnelle, circule pour tromper. On va dire. Et là, nous verrons ce que l'analyse du discours, notamment, a à nous dire. Giuditta Caliendo animera la prochaine séance qui sera en anglais. Et moi, je pense que toutes les prochaines séances seront en anglais, effectivement. Voilà, donc merci beaucoup. Écrivez-nous, Merci. écrivez à Albin Merci à et toutes et à tous. merci encore pour tout ça et à très bientôt. Nous aurons la thèse de Sangwan après le 9 janvier qui sera soutenue à Lille. Albin fera partie du jury et plein de choses encore à faire ensemble. Donc, merci encore et à bientôt. Moi, j'interromps l'enregistrement et j'interromps aussi le stream. Donnez-moi une seconde seulement pour arrêter, le stream, live stream.